Cricket. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu. Salut Yann, comment il est? Léla, merci. J'espère que nos auditeurs aussi vont bien. On en profite pour vous demander de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur vos plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen pour nous aider à faire découvrir Bas de Carré autour de vous. Vous pouvez nous dire en commentaire d'où vous nous écoutez et ce qui vous manque le plus de la Réunion par exemple. Bon, Mathieu, à part ça, qui accueille-t-on aujourd'hui ? Dans ce nouvel épisode, nous plongeons au cœur de l'imaginaire et des passions de Luis Antoine. Rappeur connu sous le nom de Kiddy, il continue son chemin créatif aujourd'hui comme photographe sous le nom de lecoeur.rare. Habituellement, quand on interviewe nos invités, on questionne toujours leur rapport à la Réunion. Mais avec Luis Antoine, j'ai voulu questionner son rapport au Sud Sauvage, lieu où il a grandi et pour lequel il a dédié une chanson nommée Sud Sauvage. Si vous ne connaissez pas Sud Sauvage, allez l'écouter et regardez son superbe clip sur YouTube. Le lien en description. Cette chanson sera d'ailleurs le fil rouge de notre épisode puisque Luis Antoine nous y partage son parcours depuis les côtes du Sud Sauvage jusqu'à ses études à Sciences Po. Ensemble, nous explorons sa transition de la musique à la photographie, dévoilant comment chaque paysage, chaque souvenir de son Sud Sauvage infuse son art et sa créativité. Rejoignez-nous pour un voyage entre réflexion et émotion où la musique et la photographie se rencontrent pour raconter une histoire profondément réunionnaise. Nous avons mis toutes les références de l'épisode en description. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Luis Antoine, je suis très content de t'accueillir sur Bas de Carré. Merci de venir aujourd'hui pour cet épisode. Comment tu vas déjà pour commencer ? Très bien, merci beaucoup Mathieu. Merci à Bas de Carré de m'accueillir pour cette discussion. Ça me fait vraiment sincèrement plaisir. Et ayant déjà eu l'occasion en plus de vous voir effectuer des talks durant des événements, ça me fait vraiment plaisir d'y participer aujourd'hui. Trop content. On démarre souvent par une présentation de notre invité. Là, ce que j'aimerais faire, c'est plutôt que moi, je te présente, j'aimerais te demander comment toi, est-ce que tu te présentes auprès de personnes qui ne te connaissent pas. Imaginons qu'on est dans un vol Saint-Denis-Paris et que tu dois te présenter auprès de la personne qui est assise à côté de toi. Comment est-ce que tu te présentes ? Waouh, je me présente comme un jeune Réunionnais qui s'appelle Luis Antoine, qui est passionné de créativité, qui a grandi à Petite-Île et qui puise toute son imaginaire et son imagination dans ce qu'il a vécu là-bas. Ok, intéressant. Nous, on a découvert ton travail il y a 2 ans lors de la sortie de ton son Sud Sauvage avec Rabat 410. Une chanson qu'on a adorée, qu'on a poussée sur Bas de Carré. Et depuis, donc, on a suivi ton travail. On a suivi ta mue aussi en passant du son à l'image. Parce qu'aujourd'hui, la face visible de ton travail, c'est que tu travailles notamment beaucoup sur des photos, sur l'image et tu les publies à travers ton compte Instagram lecoeur.rare. On aura le temps de discuter et de creuser tout ça au fil de notre interview. Avec plaisir. Mais j'aimerais commencer par ton enfance. Tu en as parlé dans ta courte présentation. Où est-ce que tu as grandi ? Alors moi je suis né à Saint-Denis et j'ai commencé par vivre à la Bretagne essentiellement avec mon père et ma mère. Et après très vite on a déménagé dans le sud, donc dans le sud sauvage justement à Petite-Île. J'avais à peu près 6 ans, quelque chose comme ça. J'étais à l'école primaire Fleur de Cannes, voilà. Et dans un quartier qui s'appelle Manapany-les-Bas et dans lequel je suis resté jusqu'au moment de partir faire mes études, donc dans lequel j'ai fait toute mon enfance. Je suis allé au collège de Petite-Île et après au lycée de Pierre-Poivre à Saint-Joseph. Quand on a préparé notre interview, tu m'as dit il y a une différence entre Manapany-les-Bas et Manapany-les-Bains. Ouais, Je savais important. Même pas qu'il y avait que les deux lieux existaient côte à côte. Donc toi, tu as grandi où ? Moi, j'ai grandi à Manapany-les-Bas, du coup, et qui est un petit quartier qui est à l'entrée de Saint-Joseph, avant le fameux panneau Saint-Joseph. C'est exactement là, ce quartier, juste après la croisée de Petite-Île.
Et c'est un quartier voilà qu'on confond souvent avec Manapany-les-Bains par rapport au nom, qui est aussi un très joli quartier, mais qui est pas le même, qui est à Saint-Jean, qui est connu pour son bassin et pour chez Joe. Big up aussi à chez Joe. Et cet endroit de l'île, c'est vraiment un endroit qui est important pour toi. Tu en as fait une chanson et je propose d'écouter un extrait de Sud Sauvage maintenant. Super. Je suis sauvage, t'es dans le cœur, tout est fils. Yeah. J'aime tout de toi, même tes querelles et tes vices. Quand t'es vénère ou t'es pisse. Je suis sauvage, t'es dans le cœur, tout est fils. Yeah. J'aime tout de toi, même tes querelles et tes vices. Quand t'es vénère ou t'es pisse. Mes chants à moi, c'est les champs de Cannes, pas les Champs-Élysées. Loin de ma terre, loin de ma mif, je t'ai paralysé. Naïf, je pars, oui, je pars à l'idée que je dois te quitter pour que mes rêves soient réalisés. C'est pas faux, mais si tu savais comme tu manques, loin de toi, j'ai si mal au cœur. Et quand je reviens, je goûte au bonheur. Je me sens au bon endroit et à la bonne heure, ouais. C'est d'où je viens, on est le fruit de l'amour, rendre l'oppresseur l'oppressé. Donc j'y croyais, mais faut croire que je suis qu'un minot trop pressé. À peine parti des remarques déplacées. Je m'en bats les couilles de vos couleurs, je m'en bats les couilles de vos couleurs, ouais. Chez nous c'est pas sujet à douleur, tant que t'es cool on est cool, ouais. Je suis sauvage, t'es dans le cœur, tout est fils. On sent qu'au-delà de la Réunion, c'est le Sud Sauvage qui t'a marqué. Est-ce que j'ai raison quand je dis ça ? Oui, je pense que c'est déjà simplement dû au fait que c'est là où j'ai passé la plus grande partie de mon enfance. Donc c'est avec cet endroit-là que j'ai finalement le plus de connivence, quoi. J'ai passé le plus de temps jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est encore le moment où j'ai le plus vécu. Et je pense que c'est aussi influencé partout par la lumière, par les paysages, les champs de canne, le fait que ce soit une partie de l'île aussi qui est très verdoyante. Il y a mon endroit préféré qui est Grand-Anse. Il y a une manière, je trouve, de vivre qui est typique à l'endroit. T'es comme partout sur l'île, si proche de la mer en même temps, directement dans les hauts aussi. Et je trouve que ça cristallise vraiment beaucoup l'image moi que je me fais, que c'est d'être réunionnais et de vivre la Réunion, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans le Sud Sauvage du reste de l'île ? Je pense que il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Déjà le créole, on chante, on n'a pas la même chose. Donc tu vois, enfin je sais pas, je trouve que c'est très caractéristique du Sud. Il y a des paysages qui sont très différents aussi par rapport au fait que on peut le retrouver dans d'autres côtés, mais t'as la coulée de lave vers Saint-Philippe, t'as des paysages qui sont super atypiques. Il y a aussi une fierté, comme partout dans tous les quartiers, chacun est fier de son quartier, de représenter ça. Et je trouve qu'il y a aussi cette fierté-là, à Saint-Joseph par exemple et tout ça. Los Angeles pour ceux qui savent. Exactement. Moi, je viens de l'étang salé et avec ma famille, on a toujours aimé battre carré dans le Sud Sauvage. Je trouve que l'ambiance est différente, la mer est différente, tout est vraiment plus sauvage. Tu dis justement dans ta chanson Sud Sauvage 410 Californie créole. Ouais, c'est une référence que j'aime bien. Ouais, pourquoi cette image ? En fait, c'est l'image que j'avais étant adolescent. J'ai aussi passé beaucoup de temps dans la ville de Saint-Pierre. Mon papa, il travaille à Saint-Pierre, il a un restaurant là-bas. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup d'après-midi à l'aider. Et après, aller battre carré avec des camarades justement dans le quartier, etc. Et j'ai aussi beaucoup aimé Terre Sainte, qui est un endroit très représentatif, je trouve, du sud de l'île. Et il y a ce côté... c'est la ville et en même temps c'est un mode de vie encore une fois qui est juste à côté de la plage. Il y a les palmiers et il y a cet imaginaire un petit peu californien que moi je connais pas finalement, que tu vois, je suis jamais allé aux States, mais c'est ce que on se réapproprie un peu ces codes là. Et je pense que ce qui a aussi influencé beaucoup cette image de la Californie créole, c'est le rapport que j'ai avec la musique, où justement j'aime beaucoup le rap notamment. Et il y avait ce côté, en fait, l'imaginaire qu'on voyait dans les clips et tout, on pouvait grave se l'approprier et le ramener aussi chez nous et en faire quelque chose qui est la Californie créole entre guillemets, mais c'est-à-dire notre truc américain à nous, sans que ce soit l'Amérique. C'est en fait notre spécificité. Et voilà, je trouvais ça intéressant aussi. C'est la première fois que j'entendais ça. Je sais pas si c'est une expression ou un truc que toi, tes camarades vous dites souvent ou qui se dit souvent dans le Sud. Il y a aussi des gens de l'étang salé. Enfin, on discutait hors antenne, on va dire, d'un rappeur qui s'appelle Ciar, dont j'apprécie beaucoup la musique. Lui, il utilise beaucoup cette image de la Californie et il traîne beaucoup sur l'étang salé, d'après ce que dit sa musique.
Et voilà, et même d'autres acteurs de la scène rap créole réunionnaise comme Escroc, même Rabat 410 que tu as cité, ils ont tous aussi, je trouve, un petit peu en partie ce lexique-là autour des paysages réunionnais, des influences qu'on peut avoir aussi, quoi. En tout cas, moi, je m'imagine bien à bord d'une voiture décapotable à la fois, tu vois, en Californie à rouler et aussi sur la route du Sud. Enfin, c'est ça, en Cadillac de Saint-Pierre jusqu'à Grand-Anse, tu vois, avec les palmiers, très, très bien. Exactement. Pour préparer cette interview, je suis allé voir la définition de sauvage. Donc, j'ai trouvé qui vit en liberté dans la nature et qui n'a pas été transformé par l'homme. Super intéressant. J'aime bien la deuxième partie de la définition, surtout. Ce serait mentir de dire qu'aujourd'hui, enfin, la Réunion change à grande vitesse. On voit beaucoup de choses qui sont en train de s'implémenter et qui n'étaient pas forcément là avant. Je sais pas à quel point on peut en parler, mais l'essor des fast-food, voilà, beaucoup de bâtiments administratifs qui me paraissent pas toujours nécessaires, mais qui voient le jour, etc. Donc, en fait, ce Sud et même la Réunion de manière générale est en train d'être transformée. Je peux pas être naïf là-dessus. Mais il y a ce côté encore, je trouve, la nature est quand même superbement préservée dans le sud notamment, et après dans d'autres parties, dans l'est aussi. Et il y a ce côté, même dans l'état d'esprit que j'aime bien, qui est indomptable. On est fier, mais dans le bon sens du mot fier, de fierté. Et je trouve ça important, et j'y puisais aussi un petit peu cette force-là. Il y a quelque chose de fort dans le mot sauvage aussi, parce que c'est quelque chose qu'on ne soumet pas, et je trouve ça cool. Quels sont tes souvenirs d'enfance dans le sud sauvage ? Dans le sud, c'était beaucoup avec plein de camarades d'aller, par exemple, à Langevin. C'est un endroit où on allait beaucoup, aller dans les bassins à Langevin et tout. On allait chiller, comme on dit, terre là-bas. Et c'était trop bien, se baigner, découvrir les petits bassins cachés. Beaucoup de temps passé à Grand-Anse, à regarder le coucher de soleil. Moi, à Grand-Anse, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est un de mes endroits préférés sur Terre par rapport à l'attachement que j'y ai, mais aussi le lieu, quoi. En vrai, on s'en rend compte quand on part et quand on voyage, mais le lieu est exceptionnel. Et voilà, c'est beaucoup de temps passé à Grand-Anse, en famille, les pique-niques aussi. À Grand-Anse, tu connais les familles créoles, etc. Ouais. Il y a toujours les pique-niques le dimanche, des trucs comme ça. Donc c'est beaucoup de temps aussi, voilà, dans mon petit quartier. Et c'était chouette. Il y a une période aussi où j'aimais beaucoup aller jouer au foot sur le terrain de synthétique de Manapani-les-Bas. J'ai un dallon aussi qui m'a à un moment aussi initié un petit peu aux arts martiaux, parce qu'il s'appelle Alain Ramanitra, si jamais il entend ça un jour, qui pareil, lui, il entraînait un petit peu les gars du quartier, tu vois, sur le terrain de foot. C'est un peu tous ces souvenirs-là, quoi. Dans ta chanson, tu dis « Les champs, moi, c'est les champs de Cannes, pas les Champs-Élysées. Naïf, je pars à l'idée que je dois te quitter pour que mes rêves soient réalisés. » Donc là, j'aborde une transition, c'est... tu as ton enfance à La Réunion, d'abord à Saint-Denis, mais surtout dans le sud. Et ensuite, comme beaucoup de Réunionnais, Réunionnaises, tu pars, tu quittes l'île pour poursuivre tes études, intégrer une grande école. Est-ce qu'intégrer Sciences Po, c'était important pour toi ? Je sais pas si je peux te dire que intégrer Sciences Po, c'était particulièrement important pour moi, parce que pour être tout à fait honnête, j'ai découvert plus tard qu'il y avait des gens dont vraiment l'éducation a été tournée autour de cet objectif de réussite et ce symbole de représenter une école comme Sciences Po. Moi, j'ai pas grandi comme ça. Par contre, on m'a inculqué les valeurs, du travail, et que c'était bien de pouvoir s'extirper, on va dire, des préjugés qu'on pouvait avoir, etc., par l'éducation. Et donc de pouvoir réussir à petit aller vivre des expériences nouvelles via ce que représente l'éducation. Donc voilà, et après je saurais pas dire si c'était une expérience qui, c'est sûr, a été déterminante. Ça a été plusieurs années de ma vie, donc je peux pas non plus dire que c'était pas quelque chose qui est important, mais ça l'est devenu après. C'était pas un but de départ, du moins. Okay. Et après, ça a été une expérience à part entière. Et dans l'opposition champs de Cannes et Champs-Élysées. Moi c'est les champs de Cannes, pas les Champs-Élysées. Loin de ma terre, loin de ma mif, j'étais paralysé. Naïf, je pars à l'idée que je dois te quitter pour que mes rêves soient réalisés. Déjà, dans ton enfance, comment est-ce que toi tu faisais des projections sur ton avenir ? Tu te disais que c'était loin de La Réunion. Est-ce que ça pouvait avoir lieu à La Réunion ? Tu vois C'était quoi tes pensées à l'époque ? C'est vrai que moi, j'avais toujours eu un petit peu ce truc de il va falloir partir. Il va falloir partir parce qu'il y a cette idée que pour réussir, il faut partir. Ouais. Pour vivre des choses, aussi pour vivre d'autres choses, pour aller prendre d'autres expériences de vie, il faut aussi partir.
Et donc, il y avait déjà ce truc qui était inscrit. Aussi, moi, mon papa, il vient d'Hexagone. Donc, ça fait très longtemps maintenant qu'il vit à l'île de la Réunion, mais mon papa vient d'Hexagone. Donc, j'allais en vacances, par exemple, voir ma famille du côté de papa en Hexagone. Et il y avait ce truc aussi, donc, d'y être allé plusieurs fois. Et donc, d'avoir aussi nourri un imaginaire par rapport à ce que c'est qu'aller vivre en France, sur le continent, on va dire, hexagonal. Et donc, il y avait ce truc en moi qui me disait, ouais, non, c'est sûr, je vais partir. Je sais que je vais partir à un moment. Et voilà, mais comme je le dis dans le texte, un peu naïvement, et c'est pas une mauvaise chose, mais ça veut tout simplement dire ce que ça veut dire, à savoir que quand tu pars, tu sais pas ce qui t'attend en fait. Donc tu pars avec l'idée de partir sans savoir ce qu'implique le fait de partir. Et je pense que c'est ça après qui se vit et qui peut marquer une vie aussi. C'est d'expérimenter ce que c'est vraiment de partir loin de chez soi. Et on pourra peut-être en parler après, mais le fameux sentiment de déracinement aussi, qui je pense aujourd'hui est assez au cœur de mes réflexions artistiques, personnelles, etc. Ok. À 18 ans, enfin en tout cas en terminale, tu te dis quand même qu'un départ, c'est nécessaire pour réaliser tes rêves? Ouais, moi à ce moment-là, je le pense, ouais. Il y a ce truc de se dire, ouais, c'est comme ça, il faut aller découvrir le monde. Ça me semble être la suite logique des choses. Et donc, ouais, il y a ce côté un peu naturel du départ qui s'annonce, quoi. Ouais, ça m'étonne pas parce que c'est quelque chose qu'on retrouve, nous, très régulièrement parmi tous les profils qu'on a interviewés et puis nous-mêmes chez Bas de Carré, c'est ça, hein. On suit le parcours, la suite logique, comme tu dis, on, on fait notre école, on fait notre enfance à La Réunion et puis bah logiquement, un peu après, va falloir continuer en France. Ça implique beaucoup de choses, on va en venir justement. Donc, toi, de ton côté, tu fais tes études à Sciences Po Paris, au campus de Reims. Exactement. Question facile et difficile, à quel point c'est différent de là où tu as grandi? Oh, Monoir. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Sur plein de points, plus sérieusement, la météo, franchement, je pense que beaucoup de gens le disent, beaucoup de Réunionnaises le disent quand ils partent, mais la météo. Donc, Reims, c'est situé un petit peu plus haut que Paris et à l'est, et c'est humide, il fait gris, il pleut beaucoup, il fait frais. Ouais, il fait C'est froid. vraiment frais. Et donc voilà, j'ai le souvenir par exemple, le premier hiver, quoi. Je pense que c'est un train qui peut-être a marqué beaucoup de Réunionnaises, mais le premier hiver, il est dur. J'arrive dans un hiver où pendant un mois, il fait pas au-dessus de 0 degré. J'ai pas vraiment d'habits d'hiver. Donc ça, c'est un premier rapport Il n'y a pas de le soleil. fait, pas de soleil, pas de lumière, le fait d'arriver à Reims. Puis de manière générale aussi, tu découvres la vie par toi-même, effectivement. C'est-à-dire que tu quittes le cadre familial, donc tu as tout un nouvel univers d'automatisme à développer en fait. Tu dois dire ah ok d'accord, mais en fait vivre tout seul ça implique ça. Ok d'accord, c'est ça. Puis tu dois rencontrer des gens aussi quand tu arrives dans un nouvel endroit. Donc tu as envie de te raccrocher à des gens qui te ressemblent, mais il va falloir aussi accepter qu'il y a des gens qui te ressemblent pas et que tu ne ressembles pas à tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut quand même créer le lien, bien évidemment, parce que heureusement avec la maturité, on sait qu'en fait les différences ne servent pas à séparer. Au contraire, elles peuvent exister et coexister. Mais voilà, il y a tout ce questionnement-là qui arrive quand j'arrive à Reims. Qu'est-ce qui change chez toi? Alors, tu nous parles des différences de vie dans ton quotidien, dans tes interactions, mais chez toi, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des changements qui peuvent paraître au début assez simples jusqu'aux changements les plus profonds. Ça va commencer par exemple par changer sa manière de s'habiller. Pas seulement parce qu'il fait froid, mais parce qu'en fait, on s'habille pas pareil. Les gens portent telle marque ici. Et en fait, pour être bien vu ou bien stylé, tu t'habilles comme ça et tu prends un sweat-jean et puis une veste. Alors que toi, t'as pas l'habitude de t'habiller comme ça. Oui, Donc toi, t'as l'habitude de mettre des pantalons caporal et quand tu débarques, tu comprends que... Ça va, tu vois, pour moi, c'est tout bête, hein, tu vois, mais il y avait ce truc de l'été, tu sais, c'est normal que j'ai ma petite période savate et je vais faire mes courses en savate, les trains communs et tout, tu vois. Et il y avait ce truc de, non, en fait, tu t'habilles pas comme ça ici, c'est pas bien vu. Pareil, dans les yeux de certains, c'est un peu macotte, comme on dit, tu vois, et tout. Alors que toi, tu as juste grandi comme ça, et ça reflète en rien la personne que tu es simplement dans cette optique-là de confort. Et après, au-delà de tout ce qui est vestimentaire, je dirais aussi, moi, très vite, en fait, je me suis placé, entre guillemets, à tort, mais finalement, c'est ton environnement qui te met un peu dans cette position-là, il y a
eux, il y a les autres et il y a moi. Et moi, je suis pas comme eux. Et donc, j'ai développé au début une espèce de mentalité presque un peu antagoniste envers les autres. C'est-à-dire, ils pourront pas me comprendre et moi, je veux pas les comprendre. J'étais un petit peu dans cette bulle-là au début parce que je me disais que je suis dans une école, comme tu dis, de l'enseignement supérieur. J'ai vu des gens qui avaient des niveaux socio-économiques très différents de ceux que j'avais connus jusque-là, des gens qui n'avaient absolument pas les mêmes réalités que peut avoir un jeune ou une jeune réunionnaise, j'imagine. En tout cas, c'était pas la mienne. Ouais. Et donc, je découvre tout ça, quoi. Et là, ça change aussi un petit peu ton rapport à, comment est-ce que tu crées le lien avec autrui alors qu'on vient pas du tout des mêmes mondes, visiblement? Est-ce qu'on pourra créer du lien bien qu'on vient pas des mêmes mondes? Et toutes ces réflexions-là. Et tu as réussi à créer du lien avec ces gens? Bien évidemment, il y a ce qui était intéressant à voir et qui vient après avec le temps, c'est qu'en fait, il y a aussi de pas tomber dans son propre piège, à savoir finalement de se placer en victime, quoi, d'être juste OK avec ce qu'on est, d'être fier, et que les différences, encore une fois, c'est pas juste un prétexte à séparer. On est différents, c'est OK, c'est pas grave, on va trouver le moyen de s'entendre. Et il y a en fait finalement des gens dans cette école qui étaient de multiples milieux sociaux aussi et qui venaient de plein de parties du monde. Je suis devenu très proche avec des amis qui ont grandi dans des lycées français aux États-Unis, à Londres, tout comme d'autres qui viennent, je sais pas moi, tu vois, j'ai des amis qui viennent du Congo, j'ai des amis qui viennent des Antilles, j'ai des amis qui viennent de partout, du Maroc, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que on vient de tant d'endroits différents. Au début, je me suis placé dans un rôle d'antagoniste, mais en fait, on peut finalement arriver à créer du lien entre tout le monde, parce qu'on est tous, pour certains en plus, en train de vivre des déracinements aussi. Pour d'autres personnes qui viennent d'autres endroits et qui viennent de loin, finalement, on était tous dans la même situation. Donc, ça permet aussi si tu en as à un moment le courage et l'énergie, il suffit de tendre la main et tu te rends compte que, en fait, on va te l'attendre aussi, quoi. Oui, et puis, même si toi, tu changes beaucoup parce que c'est très éloigné de ce que tu as connu, là où tu as grandi, etc. Au final, même les locaux, on va les appeler comme ça, changent à ton contact. En tout cas, moi, c'est mon expérience. Ils apprennent à te connaître, ils apprennent à te comprendre, à comprendre que tu peux fonctionner différemment, que tu peux avoir des habitudes différentes. Et je trouve aussi que c'est pas uniquement un pas que nous, on doit faire dans leur sens et eux ne bougent pas, mais c'est aussi eux qui font un pas sans doute plus petit, mais dans notre sens. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense même avoir pu l'expérimenter. Donc c'est ça aussi qui est rassurant. Après, ça relève même finalement juste du caractère humain. Quand il y a des personnes qui ne sont finalement pas mal intentionnées, elles vont tendre à faire ce pas vers toi, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu l'impression de le ressentir. Et oui, heureusement, bien évidemment, il y a plein de gens. Tu dois forcément voir ça, mais déjà, ça va passer par s'intéresser à la cuisine, par exemple. Oui. Tu vois, on crée des premiers liens comme ça. Apprendre des mots en créole. Ah, bah, vas-y, apprends-moi des mots en créole. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Goûter le rhum arrangé. C'est exactement. Il faut passer par l'étape du petit rhum arrangé de mamie, tu vois. Au moins, tu fais un petit aller-retour, tu ramènes le rhum arrangé à Nana, c'est bon. Ben oui. Mais voilà, ça passe aussi par ça, par effectivement une curiosité qui est nécessaire des deux côtés. Et ça pourra pas se faire sans qu'il y ait cette curiosité saine des deux côtés. Même si, bien sûr, on n'écarte pas le fait que, comme partout, mais malheureusement beaucoup en France, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas du tout ouverts à cet échange et qui feront jamais le pas vers toi. Faut croire que je suis qu'un minot trop pressé, à peine parti des remarques déplacées. Je m'en bats les couilles de vos couleurs, je m'en bats les couilles de vos couleurs, ouais. Chez nous c'est pas sujet à douleur, tant que t'es cool on est cool, ouais. Mais ça me fait penser à une autre phrase de ton texte, c'est « Loin de ma terre, loin de ma mif, j'étais paralysé ». Pourquoi ? Parce que, en fait, justement, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que d'un coup, tant de repères que tu avais, tant de codes que tu avais qui étaient en fait une partie de toi, tout simplement, tu n'y as plus accès, quoi. Et donc, c'est très étrange de se sentir, entre guillemets, dépossédé de plein de choses qu'on avait en soi, autour de soi, à côté de soi, et de se retrouver dans une situation où il va falloir soit rebâtir ces codes-là en toi, les préserver, quoi, entre guillemets, tu vois. Et en même temps, l'éloignement familial, parce que là, je pense, dans toute
enfin, pour beaucoup de gens, en tout cas, la structure familiale, c'est important, tu vois. Et moi, mes parents et mes frères et sœurs aussi, parce que du coup, je suis l'aîné d'une fratrie de 3, bah, c'était très important pour moi de pouvoir continuer à alimenter le lien. Et à travers le lien familial, j'avais l'impression de continuer à alimenter le lien avec mon identité de créole réunionnais aussi. Notamment, bah, je suis loin, mes camarades sont pas créoles autour de moi, je peux plus causer créole. Bah, heureusement qu'il y a maman au téléphone avec qui je peux casser la blague un petit peu, qui cause en créole, tu vois. Heureusement qu'il y a mon frère, ma sœur, qu'il y a tonton, tati, tu vois. Quand tu causes avec eux, tu peux causer un petit peu créole aussi. Et c'est ça qui permet, je trouve, aussi d'être le moins paralysé possible par le déracinement, quoi. Tu as quitté au final un endroit sauvage, le sud sauvage, pour un endroit qui est domestiqué, codifié. Tu as parlé des vêtements, il y a tout qui... Il y a tout qui change en fait. Ouais, C'est un paradigme qui est différent. Pour être reconnu, valorisé, il faut comprendre ces nouveaux codes qui sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on a à La Réunion, où je peux caricaturer, mais un jeune qui a sa voiture et qui a ses dallons, et ben il est au top quoi. ouais, Il ouais, peut de faire ouf. son tour de l'île, il peut aller en boîte, il peut faire son pique-nique avec ses camarades, faire une rando, il peut faire tout ça. Quand t'es à Reims, on n'est pas du C'est tout pas sur pareil, les, c'est pas pareil. on n'est pas du tout sur les mêmes codes, pas du tout. Et comme tu dis, tu vois, tu parles de choses intéressantes, mais même, en tout cas, pareil, c'était dans mon expérience et tout que je l'ai ressenti, mais même la manière de s'amuser est pas toujours la même, tu vois. La manière de faire la fête est pas toujours la même. Bah, forcément, les musiques en boîte, c'est pas pareil non plus. Tu rentends plus les mêmes rythmiques, les mêmes rythmes. Enfin, moi, un truc, par exemple, pareil, je vais pas généraliser non plus, mais mon expérience des boîtes quand je suis arrivé à Reims, tu vois, je me disais, mais en fait, les gens, ils sont pas là pour danser. Tu vois, les sons qui passent en boîte, c'est pas fait pour danser, en fait. C'est fait, tu vois, pour normal, les gens, ils tchatchent, etc., ils boivent et tout. Mais en fait, il y avait plus ce truc comme on entend dans les boîtes là où t'as des sons chata, des rythmes qui sont vraiment faits pour danser, tu vois. Et tout ça, c'est tout plein de petits, effectivement, repères, tu vois, qui sont perturbés et qui te font dire, ah, ok, d'accord, en fin de compte, ça ne ressemble en rien à moi, ce que j'ai vécu jusque-là, en tout cas. Est-ce que ce départ ouvre quand même des portes pour toi, malgré bah, une part de souffrance ou en tout cas un décalage? Est-ce que ça ouvre des portes en toi? Oui, ça ouvre des portes parce que je peux pas, par exemple, résumer non plus cette expérience-là qu'à de la souffrance. Avec justement les rencontres dont je parlais, et moi, c'est beaucoup par les gens finalement. D'avoir rencontré plein d'autres gens qui ont ouvert mes perspectives, qui viennent de plein d'endroits différents et qui ont leur propre, pour certains déracinement, pour d'autres, genre, leur propre évolution qui est en train d'apparaître en ce moment dans leur expérience d'étudiant, etc. Bah, j'ai l'impression d'avoir un tableau aussi quand même un petit peu plus complet que ce que c'est que de vivre en société, que ce que c'est que de voyager, de comprendre que tiens, c'est marrant aussi, mais quelqu'un qui a vécu dans un pays complètement différent a une enfance qui ressemble un peu à la mienne aussi. Ah, marrant, d'accord, ok. Donc en fait, c'est pas forcément que la distance le critère en fait, tu vois. Et je pense que ça m'a ouvert des portes à travers les rencontres avec des gens. J'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment tendu la main, qui m'ont aidé à réviser. J'ai des amis, c'est grâce à eux que j'ai passé les examens, parce qu'ils m'ont dit, ok, d'accord, on voit que toi, tu es en train de vivre une période compliquée. T'inquiète, toi, viens chez nous, on va réviser ensemble. On va réussir à faire en sorte que tu passes tes examens et tout. Et plein de choses comme ça, tu vois. Et des gens qui m'invitent en vacances chez eux quand je peux pas rentrer à La Réunion, tu vois. Ok, bah viens chez moi, tu vas rencontrer ma famille, etc. et tout. Donc, je peux pas dire que ça s'accompagne que de souffrance. Il y a une souffrance dans le déracinement, mais il y a aussi une découverte. Et finalement, le fait d'être déraciné, ça t'oblige à te dire, ok, mais qui je suis en fait. Et à avoir vraiment une question qui est engagée par une crise, mais une question vraiment profonde sur ton identité propre aussi. Ouais, je partage totalement ce point de vue. Et c'est le pourquoi de ce podcast au final. C'est de poser des questions à des Réunionnais sur qui ils sont et quel regard ça donne sur les Réunionnais et les Réunionnaises. Et qui sont-ils? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les représente? Qu'est-ce qu'ils ont au fond d'eux? Je reviens un peu plus terre à terre. Pendant toute cette période, tu fais de la musique, depuis même le collège. Pourquoi tu fais de la musique? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique au départ?
On a écouté un de tes sons, mais il y en a plein d'autres qu'on recommande à tout le monde d'aller écouter. Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Moi, je pense que j'ai toujours été un marmaille qui a adoré raconter des histoires, qui a toujours aimé, voilà, transmettre quelque chose. Il y a l'idée de transmission, je sais pas encore quoi. Je pense que c'est le but d'une vie d'essayer de comprendre quoi. Mais toujours eu envie de transmettre quelque chose à travers un propos, une histoire, etc. Donc très vite, moi, ce que j'adorais, c'était écrire. Et de fil en aiguille, comme on en avait un petit peu parlé hors antenne, quand j'arrive au collège, fin de collège, en troisième, il y a un atelier de rap, tu vois, qui se met en place dans mon collège. Et avec des camarades, on décide d'y participer et tout. Et en fait, je me rends compte que déjà, c'est une musique que j'écoute beaucoup dès le début du collège, beaucoup de rap francophone notamment, mais je fais aussi du coup la découverte un peu du rap local à travers des artistes comme Escroc dont on parlait, Siar, qui sont des gars qui rappent depuis longtemps, mais même des gars de mon âge comme Rabat, il faut le dire aussi, Rabat c'est un gars qui rappe depuis très très longtemps, depuis qu'on est au collège, lycée. Il a enregistré les gars de son sexe et tout, c'est les rats, tout ça. Enfin, je pourrais citer vraiment beaucoup de noms. Mais en gros, moi, je commence à m'intéresser à tout ça, au rap, aux mots. Ah, ok, c'est une autre manière de raconter des histoires. À un moment aussi, comme je le disais, bah forcément, t'es un jeune, t'es adolescent, tu vois que ça plaît aux filles, tu vois que ça plaît aux camarades, t'as envie de faire réagir. Tu te mets aussi à écrire pour ces raisons-là. Et en fait, au fil du temps, bah, comme toute passion, quand tu commences à y consacrer beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'amour, ça te prend en fait. Et finalement, ça devient quelque chose qui va bien au-delà du simple fait de pratiquer quelque chose. Ça fait partie de toi, quoi. C'est un peu ton mode de vie. Tu te lèves le matin, tu penses à comment tu vas écrire tel texte, quelles rimes te viennent. Tu es tout le temps en train de noter quelque chose sur ton téléphone. Et je pense que c'est cette place-là qu'a occupé et qu'occupe encore d'une certaine manière beaucoup la musique dans mon quotidien. Donc après, comme je t'ai dit, au lycée, j'ai fait des open mic avec des camarades avec qui on essayait de faire des duos. J'ai sorti des petits sons après, des petits freestyles sur Facebook que j'espère que personne ne retrouvera. Mais voilà. Et après, quand je suis arrivé justement en Hexagone, ça a été aussi un moyen pour moi de rencontrer des gens. J'ai fait beaucoup d'open mic. Je voulais montrer à tout le monde que j'avais la dalle. Je voulais exprimer, en fait, ce que j'étais et qui j'étais. Et je faisais beaucoup de références à La Réunion dans tous mes textes. Et c'était aussi un moyen pour moi de rencontrer des gens. Et pour la petite anecdote, à un open mic, j'ai rencontré un gars qui s'appelle, j'ai pas envie de dire une bêtise, Raphaël Joron. Et c'est un membre de la famille Joron, du coup. Voilà. Et c'était incroyable parce que c'est là où je me suis dit... Famille Joron, Oussano Sava. Exactement. Okay. Je pensais à la famille Oussano Sava. Mm-hmm. Et en gros, c'était incroyable parce que c'est là où je me suis dit, mais en fait, j'aime tellement la musique et c'est ça la musique. C'est que le gars a commencé pendant l'open mic à chanter au Tes grand-mère, chante encore pour moi un petit fan et tout. Et moi, c'était une période où ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré à la maison, ça m'a mis les frissons. Et tu vois, j'ai levé la main direct, il m'a reconnu. Tu vois, on a connecté directement comme ça pendant l'open mic. Et il a mis la main sur le cœur commun. Et tu vois, je me suis dit, en fait, c'est ça la musique. Ça veut dire là, on s'est reconnu. Il a commencé une phrase. On s'est vu, on a capté. Ça m'a mis des frissons. Et je me suis dit, pendant un instant, je me suis senti à la maison juste parce que ce gars-là était là, était en train de chanter ça, tu vois. Et je pense que c'est ça qui me plaît dans la musique et même de manière générale dans l'art, c'est l'idée que, tu vois, n'importe où, n'importe qui va pouvoir créer du lien grâce à ça, quoi, s'il te reconnaît. Moi, pour ne pas avoir grandi dans le Sud sauvage, malgré tout, en écoutant ce son, ça me reconnecte à La Réunion. Je me projette dans tes paroles, je me projette dans ta musique, dans ton clip. On a un référentiel de La Réunion. On voit à plusieurs endroits la Vierge, on voit les champs de canne, on voit la mer, on voit tout ça. Et c'est presque une image un peu nostalgique. Je sais pas si on peut dire ça, mais moi, en tout cas, ça réveille ça chez moi. Et oui, par la musique, on reste connecté à l'île. Il y a plein de Réunionnais, de Réunionnaises qui nous disent que ça leur arrive souvent de mettre des sons de La Réunion parce qu'ils vivent aux quatre coins du monde, pour se reconnecter à l'île, pour sentir qu'ils sont encore réunionnais. Et donc, ouais, ça m'étonne pas du tout que ce soit ça aussi, le côté transmission, transmettre une histoire, transmettre un patrimoine, transmettre une culture, transmettre une identité, que peut-être tu recherches aussi à faire via tes chansons. Ouais, bien sûr. Déjà, je tenais à te remercier pour le fait que tu as dit que ça provoquait des émotions comme ça chez toi, parce que je pense que c'est la raison pour laquelle toute personne s'applique à faire de la musique.
et on le fait pour soi, mais en fait c'est qu'un prétexte, soit c'est l'extension des autres aussi, quoi, et de se sentir finalement comme faisant partie d'un tout, tu vois, à travers la culture créole réunionnaise. Ensuite, pareil, ça me fait aussi plaisir que tu parles des images également. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais je tiens aussi à dire que c'est le travail de Samuel Malka, le réalisateur du clip de Sud Sauvage, qui a permis aussi justement de cristalliser toutes ces influences-là aussi. Et je pense que le morceau peut exister différemment aussi grâce au clip, grâce à l'image. Il y a vraiment une lecture supplémentaire qui vient s'ajouter, je trouve. Et après, je suis totalement d'accord avec toi dans le rapport à la musique. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, quand je parle avec ma meilleure amie, avec des camarades ou quoi, on se dit, des fois, tu vois, on sent qu'il y a comme une lourdeur dans la poitrine parce que ça nous manque de revenir à la maison, quoi. Et tu lances un petit morceau, je sais pas. Moi, c'est L'Odeur de mon pays, par exemple, ça, c'est un morceau qui va forcément me secouer quand je le réécoute. Là, récemment, j'écoute beaucoup aussi Graines semées dans un côté un petit peu plus festif, etc. et tout, tu vois. Mais c'est autant de morceaux, même un morceau aussi dont je veux parler si je peux, c'est le morceau Dehors de Diffmen dans son EP Croisé, qui est un morceau qui compte énormément pour moi aussi. Donc voilà, je tiens à big up Diffmen aussi. Diffmen qu'on a eu l'occasion d'accueillir sur le podcast il y a quelques épisodes quand on a accueilli Lucas Esteban, Diffmen, DJ Mariad, qui sont des artistes réunionnais qui se produisent en dehors de l'île et ont questionné un peu justement ce rapport entre le lien, la légitimité qu'on a d'être des artistes réunionnais, mais au final on se produit en dehors de l'île. On vous recommande d'aller écouter cet épisode. Recommande totalement d'écouter cet épisode. Je reviens sur notre timeline. Tu fais tes études, tu rentres de temps en temps à La Réunion. Parfois, comme tu le disais, après de longues années sans rentrer. Est-ce que tu retrouves ton Sud sauvage comme tu l'as laissé ? J'y retrouve beaucoup de choses. J'y retrouve quand même beaucoup de choses. J'y retrouve des détails qu'on apprécie un petit peu plus quand justement on a été loin. J'y retrouve la lumière, tu vois, qui est très particulière selon les saisons aussi. Mais par exemple, quand je revenais durant l'hiver austral, c'est une lumière que j'aime beaucoup et j'avais l'impression que ça m'apaisait. J'y retrouve le vent dans les champs de Cannes, tu vois, c'est des petites images, des petites choses qui me font sentir à la maison. J'y retrouve les karimami, tu vois, aussi qui sont importants. J'y retrouve le créole qui me manque énormément quand je suis loin de la case. Et donc ouais, j'y retrouve tout ça. Et après, comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt dans la discussion, il y a aussi des changements. Je vois aussi que le front de mer de Saint-Pierre où j'ai passé toute mon adolescence est en train de changer. Je vois que voilà, il y a des fast-foods qui poussent un petit peu partout, qu'il y a des choses qui me semblaient jusque-là quand même essentielles pour la vie commune à La Réunion, qui petit à petit sont effacées au détriment de justement bâtiments qui sont voilà pas forcément pour moi nécessaires chez nous et voilà. Mais globalement, je sens quand même que quand je rentre à la maison, il y a beaucoup de choses qui me permettent de me sentir à la bonne place. Est-ce que le Sud sauvage reste quand même sauvage ou est-ce qu'il se domestique ? Non, je sais pas. Moi, j'ai le sentiment qu'il reste quand même sauvage. J'ai l'impression aussi, là, je ne saurais citer forcément de noms, etc. et tout, mais qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont faites pour qu'il le reste aussi. Je pense qu'il faut aussi donner beaucoup de crédit à tout plein de personnes qui œuvrent sur l'île pour faire en sorte que notre patrimoine soit le mieux préservé possible. Que ce soit le patrimoine de la biodiversité, tout comme le cosmos, tout comme l'histoire, tout ça. Et je pense qu'en ce sens, il y a quand même beaucoup de choses à La Réunion qui demeurent vraiment authentiques, qui demeurent vraiment préservées. Donc j'ai quand même ce sentiment que quand je rentre, il y a encore beaucoup de choses qui sont respectées encore. Et même s'il y a tous ces changements et que on ne les cautionne pas forcément, c'est pas forcément mal non plus de changer. Je pense que nous, en tant que créopolitains, on a, j'en parlais tout à l'heure, cette image mentale de la Réunionnais, de la Réunion, de l'île qui est fausse et qui est construite avec la nostalgie. Et quand on rentre, on se heurte à tous ces changements, à tous ces... on peut les nommer, hein, mais à tous ces centres commerciaux qui pop-up un peu partout, à ces rues qui sont construites, à ces bâtiments qui
qui sont construits un peu partout. Est-ce que toi aussi, tu as cette image mentale au final de Lille qui est pas actualisée, qui est peut-être celle de quand tu étais au collège, au lycée ou... Forcément, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, c'est vrai, bah, parce que factuellement, j'ai passé beaucoup, maintenant, ça commence à faire beaucoup d'années que je n'habite plus à La Réunion. Donc oui, il y a cette image presque romancée, presque, Ouais, de c'est vrai. notre de nos années collège, de notre lycée, de toute notre enfance qui était sur l'île et tout. Après, j'essaye quand même de prendre une forme de recul. J'essaye de simplement déjà regarder comment ça change sans juger comment ça change dans un premier temps. Et je pense pas non plus être, comment dire ça, réfractaire au changement. Je pense que l'évolution, c'est naturel. Je pense par contre que c'est important de toujours essayer de garder en tête que l'évolution, elle est d'autant plus saine si elle est centrée sur de réels besoins. Si on a vraiment si on est vraiment en train d'envisager une évolution qui permet de répondre à des besoins, les besoins de la population locale, donc de chez nous, chez les Réunionnais, les Réunionnaises. Est-ce que ça nous permet vraiment d'avancer? Est-ce que ça nous permet vraiment de nous instruire? Est-ce que ça nous permet vraiment de se substanter comme il le faut? Si c'est en ce sens-là que vont les évolutions, moi je suis mais 100% pour l'évolution. Mhm. Cependant, bah voilà, si jamais les évolutions, au contraire, elles sont à des fins qui me paraissent être à très court terme, qui vont pas aider la population locale, pour moi, c'est pas une évolution, c'est un pas en avant pour deux pas en arrière, tu vois. Mhm. C'est un petit peu Ouais. ça, quoi. En parlant d'évolution et de changement, toi, comme ton Sud Sauvage, tu as changé. Tu vois cette transition comme elle est bien Très négociée. belle transition, je suis impressionné. C'est mon métier, merci. Avant, tu faisais de la musique. Ton nom d'artiste, c'était Kiddy. Sur Instagram, c'était Jeune Panthère. Aujourd'hui, tu fais de la photo et on te retrouve sous le nom de lecoeur.rare. Pourquoi avoir changé d'art et pourquoi avoir changé de nom? Je pense que c'est un peu lié à tout plein de choses qu'on a discuté plus tôt. Pourquoi avoir changé d'art? C'est parce qu'à un moment, je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup de musique toujours en hexagone. Et à un moment, en fin de compte, j'avais l'impression de perdre ce qui devait être ma musique. Parce que justement, j'avais le sentiment d'être sous une pression de me conformer à ce qu'on attendait de la musique en hexagone. Donc de parler de certains thèmes, de enregistrer comme ça, c'est tout bête, mais vraiment de la structure d'un morceau. Donc je sais pas moi, couplet, refrain, tu vois, etc. À même les sonorités. Et en fait, je pense que simplement, j'avais encore besoin de grandir, de continuer à expérimenter des choses et à comprendre personnellement qui je suis pour pas me perdre dans mon rapport à la musique. Moi, j'avais l'impression de me perdre dans mon rapport à la musique à un moment. De tout ce que je faisais, j'avais l'impression que ça ne ressemblait pas assez à ce que je voulais exprimer. Donc j'ai décidé de faire une pause, quoi. Je m'interdis pas de refaire de la musique dans ma vie, loin de là, et ça a toujours une place très importante. J'en écoute beaucoup, mais voilà. En parallèle à ça, donc dans la continuité de mes études et après suite à mes études, j'ai bossé justement dans des agences et après en boîte de production audiovisuelle. Et je pense que encore une fois, je suis quelqu'un qui a toujours aimé raconter des histoires et j'ai toujours aimé aussi d'autres arts comme le cinéma, etc. Et en fait, simplement avec les opportunités professionnelles, le fait d'avoir été dans une boîte de prod, donc une boîte de production, c'est une entreprise qui, juste pour clarifier, voilà, qui produit des films ou des publicités audiovisuelles, etc. Et donc, d'avoir baigné là-dedans, ça m'a donné tout simplement envie de prendre une caméra, de me dire, ben, en fait, je pense que, comme quand j'écris, j'ai des images qui me viennent en tête. Comment est-ce que je peux matérialiser ces images? Parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin aussi de créer des choses, de m'épanouir en racontant des choses. Et du coup, c'est comme ça qu'est venue la réflexion de faire l'image. Il y a un camarade qui, d'ailleurs, est d'origine réunionnaise, avec qui je travaillais, qui s'appelle Florian Grenier, que je salue, qui est, lui, est chef opérateur. Donc, en gros, il gère les lumières et l'image sur un shoot, voilà. Et un jour, il m'a dit, ben, on a une vieille caméra argentique qui traîne, personne l'utilise, tiens, prends pour toi, et vas-y, Trop bien. amuse-toi. Et du coup, j'ai fait, frère, ben, merci beaucoup, merci beaucoup. Et ce gars-là a pris le temps, après le travail, plusieurs jours, de m'expliquer comment ça marche, le principe de la photographie argentique, donc qui diffère du numérique parce que c'est spontané, tu vois pas ce que tu shootes, tu as une pellicule, etc. Et c'était une merveilleuse source d'amusement pour moi. Je me suis trop amusé à découvrir ça, à me dire, ben, je peux à nouveau raconter des choses et figer des images. Et c'est comme ça, là, que de fil en aiguille, je me suis vraiment pris de passion pour ça et que je continue de tendre dans cette direction pour l'instant parce que ça m'amuse et je sens que les gens me font de plus en plus confiance, me permettent de m'exprimer à travers ce nouveau moyen-là. Et c'est quoi le projet derrière lecoeur.rare?
Le projet derrière ce compte, donc qui est dédié à la photographie, c'est simplement de continuer, je pense, à m'exprimer. Moi, je suis juste un jeune Réunionnais qui s'essaye à faire plein de choses, pour qui c'est vraiment important d'essayer de continuer à transmettre des choses à travers toutes les formes possibles. Et là, en ce moment, c'est à travers la photographie et le storytelling. Et, j'ai envie de mettre à travers certains projets des personnes en lumière. J'ai commencé avec un projet qui s'appelle Comme je vous vois et qui, jusque-là, d'ailleurs, assez naturellement, finalement, me fait aller rencontrer finalement des gens qui sont réunionnais ou réunionnaises jusque-là. D'accord. Et c'est un format de portrait qui me permet de mettre en valeur des identités en les prenant en photo, en essayant de créer vraiment une identité visuelle qui leur correspond. Je parle beaucoup avec eux ou avec elles, ça me tient à cœur de comprendre c'est quoi leurs influences en termes d'esthétique, en termes de vie, etc. Et on fait un shooting photo qui leur ressemble, qu'ils pourraient ensuite eux-mêmes partager sur le réseau, etc. Et moi, ça me permet de les rencontrer et on enregistre aussi un petit talk et ça me permet de replacer des extraits de conversation avec des arguments qui me paraissent intéressants et qui me paraissent les refléter pour accompagner les images. Et comme ça, on crée une histoire. Et après, au fur et à mesure, je pense que je vais développer d'autres concepts. Mais voilà, c'est ce que j'essaye de mettre en place petit à petit et finalement, juste continuer à m'épanouir en racontant des choses, en rencontrant de belles personnes et en pouvant petit à petit m'épanouir comme ça. On sent quand même que ce projet, il vient pas de nulle part. Quand on voit justement la beauté de ton clip Sud Sauvage, même si c'est pas toi qui l'as réalisé, moi je perçois déjà à travers ce clip que l'image est importante pour toi. Tu aurais très bien pu faire un clip où tu kicks face cam et voilà, tu vois. Mais non, il a fallu raconter quelque chose par les images. Et donc, c'est pas du tout illogique de te voir maintenant passer du son à l'image, même si tu n'exclus pas de revenir au son. Complètement d'accord et ça me touche et c'est super que tu le remarques parce que oui, c'est quelque chose qui a toujours été important, l'image d'une certaine manière, parce que encore une fois, ça nourrit mon imaginaire de la même manière. Quand tu grandis à l'île de la Réunion, c'est en voyant des films, c'est en voyant des séries, c'est en voyant des clips d'artistes que tu te fais aussi une image du monde extérieur et ça vient nourrir ta réflexion et ton rapport à l'image. Donc je pense que oui, et par exemple sur le clip de Sud Sauvage, Samuel Malka, c'est le réalisateur, il a été capable du coup de vraiment capter tout ce que j'avais en tête en termes de référence. Mais tu vois, j'ai pris un grand plaisir à écrire. J'ai écrit le script de ce clip-là. J'en ai fait la direction artistique. J'en avais déjà écrit la segmentation, donc les 3 actes entre guillemets, tu vois, la symbolique. Je savais déjà qui je voulais dans le clip en tant qu'acteur. Il y avait déjà ce truc de ça m'amuse trop en fait de raconter des choses et de mettre tous les moyens possibles en œuvre pour le faire bien, simplement. Et avec l'image aussi. Donc c'est ce que j'essaye maintenant de continuer à perpétuer dans ma pratique de la photographie notamment. Et au final, être auprès de Samuel, ça t'a mis un peu le pied à l'étrier. On vous recommande d'aller voir son travail à Samuel Malka. Il fait des clips magnifiques. J'ai vu passer aussi, je crois, un court-métrage il y a pas très très longtemps. Allez voir, c'est vraiment très chouette. Et est-ce que ça t'a lancé aussi, ça t'a donné encore plus envie de creuser l'image? Bien sûr, moi c'était la première expérience, on va dire. J'avais déjà fait des clips avant, des clips de débrouille, comme on dit, entre potes, etc., avec des gens qui étaient très doués, mais c'était des clips de débrouille. Là, c'était un clip de débrouille, honnêtement. Samuel a fait beaucoup d'efforts justement pour pouvoir coller au maximum à notre vision. Mais oui, c'était une expérience incroyable. Samuel, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Moi, c'était la première fois que je tournais avec des plus grosses caméras à cette époque-là, etc. Ça a été quelque chose qui a nourri forcément mon envie de faire de l'image aussi. Je me suis dit, ah, mais en fait, on peut faire tout ça. Ah, d'accord. Même, je me souviens qu'on a une discussion avec Rabat, où Rabat, et ça me touchait de ouf. Il me disait, ça me fait trop plaisir ce qu'on est en train de vivre, parce que moi, j'ai jamais vécu une expérience de clip comme ça, tu vois. Alors que, encore une fois, on se débrouillait comme on pouvait avec les moyens qu'on avait, avec Samuel Malka, Lucas, Elisa Roland qui joue dans le clip, et du coup, Rabat 410, en tant qu'artiste, interprète aussi sur le morceau. Et oui, ça a clairement participé à me donner envie de pousser le côté mise en image de situation, d'histoire. Je voudrais revenir sur un point, c'est ton changement de nom, ou en tout cas la parenthèse que tu prends. Pour moi, on ne change pas de nom d'artiste de manière anodine. Tu mets de côté pour l'instant Kiddy et Jeune Panthère. Moi, ça me donne l'impression que
derrière la férocité de la jeune panthère, il reste le cœur, il reste un côté moins sauvage, plus civilisé, et que c'est ça maintenant que tu essaies de connecter avec ton audience, avec les gens, on va dire de manière générale. C'est super intéressant. J'y avais pas réfléchi comme ça, honnêtement, mais je trouve ça super intéressant comme approche. Et pourquoi le changement de nom? Je pense que juste de base, il y a ce truc dans mon caractère de j'aime bien que les choses soient un petit peu carrées. Et j'avais l'impression que du coup, il fallait une approche pour une forme d'art, entre guillemets, tu vois. Okay. Et donc, tout ce que j'avais avant à travers les noms de qui dit Jeune Panthère. Jeune Panthère, c'était un alias qu'on m'avait donné à force de faire des open mic et pendant un freestyle, tu vois. Donc, c'était un truc qu'on m'avait donné comme ça. Quand tu disais que tu étais déter et que tu avais la dalle, ça s'est retranscrit même dans ton blaze, quoi. C'est ça, et je trouvais ça marrant parce que, donc juste pour la petite parenthèse, j'étais en freestyle, c'était dans les années où j'étais à Reims. On a fait un freestyle où en gros c'était des rappeurs de plusieurs campus des différentes écoles, tu vois, qui faisaient comme un concours, tu vois, un truc de clash et tout. Et j'avais lâché une phrase, je disais qui dit et qui est Jeune Panthère et tout. Donc c'était pour ça que c'était resté. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pense que j'ai simplement voulu distinguer effectivement. En fait, avec le temps, j'ai l'impression que ma manière de réfléchir et ma manière d'être, elle s'est épurée, comme tu dis. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu dégrossi. C'est-à-dire, je pense, en avançant, voilà, petit à petit, mon caractère évolue. Et je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui où j'essaye de m'accrocher à ce qui me paraît être le plus simple, lisible et pur possible. Et j'ai l'impression que ce côté, de faire les choses tout simplement avec le cœur et la tête, qui est une formule récurrente que j'emploie beaucoup dans mes prises de parole sur ce compte, et c'est le seul credo auquel j'essaye de m'attacher, de me dire que voilà, ce qui justifie le nom de lecoeur.rar, c'est cette idée de finalement replacer au centre l'approche émotive, émotionnelle et finalement spontanée d'une pratique. Et voilà, et après c'est comme ça que moi j'ai fait la transition assez naturellement. Je n'ai peut-être pas tant intellectualisé que ça, je me suis juste dit ok, j'ai une manière de penser qui a évolué, j'ai envie de trouver un alias qui corresponde à cette façon de voir les choses maintenant. Oui, il y a des changements aussi qui parfois sont inconscients. Enfin, je dis pas que je suis en train de faire une analyse de ton inconscient. C'est très pertinent d'une certaine manière. Parce que je me reconnais dans ce que tu dis, à savoir, ouais, il y a peut-être ce côté de plus apprivoisé, je sais pas, mais en tout cas, du moins, je me sens moins comme ce côté que je disais, bon, c'est vraiment, on va dans la métaphore, mais comme ce fauve en cage qui se méfiait du monde avant, tu vois, et qui se sentait tant différent des autres qu'il était presque en train de, tu vois, montrer les dents pour pas se faire aspirer. Et aujourd'hui, il y a ce côté de toute cette lourdeur-là, je la sens moins. Je me sens plus léger, peut-être plus confiant dans ce que je suis, ce que j'ai envie d'être. Et donc, cet alias a moins de résonance maintenant. Sur lecoeur.rar, tu ne fais pas que de l'image, tu en as parlé, mais tu laisses aussi une grande part aux mots. Ouais, j'essaye. C'est toujours aussi important pour moi, comme tu le disais. J'aime bien écrire. Je trouve que les mots, c'est un outil puissant et ça dépend vraiment de ce qu'on en fait, quoi. Encore une fois, si tu choisis les bons mots et que tu t'adresses de la bonne manière à des personnes, elles peuvent te ressentir, elles peuvent te comprendre, quoi. Et à ce moment-là, il n'y a plus de raison de se méfier les uns des autres si tu sais correctement parler aux gens, quoi. Si tu les respectes avec les mots, si tu trouves les mots qui sont les plus justes. Et c'est important, je pense, de parler vrai, quoi. Bien parler, c'est parler vrai, c'est pas parler de manière compliquée. C'est vrai, c'est juste choisir les mots qui correspondent le plus à ce que tu ressens. Et là, tu parles vrai. T'as pas besoin de mots méga compliqués pour bien parler. Et généralement, d'ailleurs, ça se sent quand quelqu'un parle pas pour de vrai. Donc, je pense que c'est cette importance-là que j'accorde aux mots et qui reste importante dans tous les formats que j'essaye de mettre en place. Entre la musique, les clips, l'image, la photo, les mots, on sent que c'est important de transmettre. La transmission, c'est au cœur de tout. Pourquoi c'est aussi important? Pourquoi c'est aussi important? Parce que j'ai l'impression que ça permet à quelque chose de continuer d'exister, quoi. En fait, en transmettant, tu continues à faire vivre quelque chose, une pensée, un propos, une histoire. Le travail des historiens, par exemple, c'est incroyable de se dire que de génération en génération, ces gens ont transmis les faits, ou en tout cas ont essayé de transmettre les faits de la manière la plus juste possible. Et c'est ça la transmission, c'est permettre à quelque chose de continuer d'exister en le passant à la prochaine personne, la prochaine génération.
Et en plus de ça, non seulement ça va continuer à exister, mais ça va continuer à mûrir, à évoluer, parce que chaque personne qui va s'approprier ce que tu transmets, ce que tu partages, va pouvoir l'enrichir. Et c'est ça que je trouve intéressant. De la même manière que, tu vois, ma mamie, les histoires qu'elle me racontait, elle les a transmises à ma maman. Et ma maman, elle me les a transmises. Et donc ces histoires, même quand, c'est triste à dire, mais même quand quelqu'un va partir, tu vois, elles vont continuer d'exister, tu vois. Et c'est ça la transmission, pour moi, qui est importante. C'est de permettre aux choses qui le méritent de continuer d'exister, quoi. Ça me fait penser au film Disney Coco. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas encore vu. Ah, tu l'as pas encore vu? Non, Eh je l'ai ben, pas vu. il est vraiment très cool. Enfin, moi, je l'aime beaucoup personnellement. C'est l'histoire d'un petit garçon mexicain qui est passionné de musique. Sauf que dans sa famille, la musique est interdite. Et donc, il doit jouer en cachette. Et le jour de la fête des morts, c'est le jour où ils doivent du coup rendre hommage à toute leur famille, aller au cimetière, etc. Et en fait, on comprend à travers ce film, après moi je connais pas parfaitement cette culture, donc je retransmets ce que j'ai compris du film, mais que les photos des ancêtres sont importantes parce que du coup, ça prouve qu'on ne les a pas oubliés et qu'ils continuent de vivre dans notre imaginaire. Et il y a donc l'histoire, sans rien spoiler, mais en gros, ce petit garçon va passer de l'autre côté et rencontrer ses ancêtres et comprendre pourquoi est-ce que la musique, en fait, c'est interdit dans sa famille. Il va y avoir toute une quête personnelle autour de ça. Et c'est un super film à la fois sur le côté il faut suivre ses passions, etc., le côté familial et le côté de la transmission. Et bah, je te recommande d'aller le voir. Il est chouette. Ok, Très trop cool. cool. Bah, ça me parle beaucoup. Ça a l'air d'être très, très beau. Ouais. Ça a l'air d'être vraiment Ouais. cool. J'avais une dernière question sur ton parcours, sur ce côté transmission. Aujourd'hui, à qui est-ce que tu veux transmettre? À tous ceux qui sont capables de réceptionner ce que je partage. Ouais, peu importe qui tu es, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que qu'on puisse se comprendre, que tu aies envie de comprendre. Et voilà. Et bien évidemment que de par mon enfance, de par mes influences, assez naturellement, il y a plein de choses que j'adresse, je pense, à d'autres Réunionnais et Réunionnaises, tu vois. Là, la dernière série de photos, finalement, à chaque fois qu'on en parlait avec donc mon ami Devrick, qui a grandi dans la ville du Port, et ben, tu vois, on parlait de déracinant pendant le talk. Dans la photo, à un moment, je me suis dit, mais en fait, tu vois, je vais déformer un petit peu un de ses portraits pour susciter la question de est-ce qu'on se reconnaît encore quand on est déraciné, tu vois. Et ce genre de choses. Donc, naturellement, bon, là maintenant, je peux le dire, c'est pas encore fait, mais le prochain shooting que je fais, c'est avec la DJ Mariade, du coup, que vous avez accueilli également, et qui, bah, bien évidemment, est aussi liée à la question de l'identité réunionnaise, comme on l'avait déjà évoqué, tu vois. Mm. Et je pense que naturellement, il y a des choses que j'ai envie d'adresser à des gens qui me ressemblent, mais moi, je pense que j'ai juste envie de partager à toute personne qui est capable de réceptionner ce que j'essaie de transmettre. Merci beaucoup, Luc-Antoine, pour cet échange. On arrive doucement à la fin et on conclut toujours par 3 questions avec Bas de Carré. Ok. La première question que je voudrais te poser, c'est quelle est l'expression créole que tu aimes bien et que tu voudrais nous partager? L'expression à laquelle je pense, c'est pas capable, les morts sont essayés. Voilà, l'expression, je pense, se suffit à elle-même. Mais c'est un peu dans cette mentalité-là que moi j'ai été éduqué. Mes parents ils m'ont toujours dit d'essayer, de faire des choses, parce que si tu fais pas, rien ne va venir à toi. Donc il faut toujours essayer. Et j'aime cette idée. Et il y a beaucoup de détermination dans ce proverbe aussi. Pas capable, les morts sont essayés. Ça veut dire vraiment, si tu veux faire quelque chose de ta vie, il faut te lancer, quoi. Il faut tenter. Sinon, ça revient à ne pas vivre pleinement, quoi. Et je trouve que c'est une expression qui me parle beaucoup. Deuxième question, est-ce que tu aurais un Réunionnais ou une Réunionnaise qu'on devrait tous et toutes connaître? Ça, c'est la question difficile, hein. Ça, c'est une question qui est très difficile. Il y a beaucoup de gens sur qui j'aimerais mettre de la lumière, hein. Assez instinctivement, j'ai envie de parler de mon camarade Lucas, que vous connaissez, du coup. Lucas Dijou, qui s'appelle Lucas Esthétique sur Instagram, qui est donc illustrateur, qui fait de la 2D, de l'animation. Je pense que voilà, si en vrai, c'est la première personne qui me vient en tête. Et pourquoi est-ce qu'on devrait le suivre? Parce que c'est
un jeune Réunionnais qui est capable même, qui essaye même. Et moi, c'est la personne qui m'impressionne le plus dans sa capacité à apprendre. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui apprend comme lui apprend. C'est-à-dire que si le gars-là, il décide d'apprendre quelque chose, de faire quelque chose, sans nul doute, il va y arriver. Donc, je trouve ça inspirant. Et est-ce que je peux tricher et dire à d'autres personnes ou pas? On accepte. Mais juste une petite parenthèse sur Lucas. Donc, Lucas Dijou, Lucas Esteban, Lucas Esthétique, c'est la même personne. Et ce qui est marrant, c'est que dans notre épisode avec Lucas, la personne qui l'avait mentionné, c'était toi. Donc, la boucle est bouclée. Et oui, tu as le droit de tricher et de mentionner d'autres personnes, bien sûr. Et je les connais pas personnellement, mais j'aimerais beaucoup les rencontrer. Mais il y a un couple, c'est Florian et Hélène, je crois, ils s'appellent. Et ils font des photos de mariage à La Réunion. Et leur Instagram, c'est Zevi Studio, tout collé. Et c'est magnifique ce qu'ils font parce que je trouve qu'ils arrivent à sublimer donc les moments de couple et la vie amoureuse tout en incorporant énormément d'influences de l'esthétique réunionnaise à travers les couleurs, à travers les vêtements, le stylisme, à travers les endroits dans lesquels ils shootent, très souvent en pleine nature, dans des petites cases, etc. Et tout. Et je vous invite vraiment à voir leur travail puisque au-delà du travail esthétique, je pense qu'ils participent à promouvoir de la plus belle des manières la culture créole réunionnaise à travers leur travail. On va aller découvrir ça, merci. Et enfin, la dernière question et pas des moindres, un conseil pour les jeunes générations de Réunionnais et de Réunionnaises? Ça concerne un petit peu tout ce dont on a discuté pendant, je pense, le talk, à savoir essayer de faire des choses, donnez-vous les moyens, peu importe ce que vous voulez faire, d'essayer, parce que il y a qu'en essayant de faire des choses qu'on accomplit des choses, qu'on s'accomplit soi-même, qu'on se découvre soi-même, alors que si on fait rien, ben on finira pas vraiment par comprendre qui on est, où on va, ni où on veut aller. Et voilà, et soyez fiers de vous en tant que créole réunionnais, créole réunionnaise, soyez fiers de vous en tant qu'humain, apprenez à vous faire confiance, ça va bien se passer si vous arrivez à donner toute cette énergie-là pour pouvoir faire des choses qui vous ressemblent et être ce que vous avez envie d'être, quoi. Je sais pas, c'est un petit peu bateau, mais je pense que c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Merci beaucoup. Louis-Antoine, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? On peut retrouver mon travail sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est lecoeurtoutcollé.rar. Et voilà, et bientôt, normalement, il y aura aussi un petit site internet Behance qui arrivera. Et puis, je vais essayer de promouvoir ça au maximum. Merci encore à Bad Carré, à toi, Mathieu, pour tout l'espace que vous m'avez permis de prendre aujourd'hui pour pouvoir m'exprimer. Et ça m'a fait sincèrement plaisir. C'est vraiment une émission pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Donc, ça me fait très plaisir d'être là. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve!